Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission spécialement consacrée à l'évaluation et au décryptage à mi-parcours de l'action gouvernementale à travers cette grande interview du Premier ministre chef du gouvernement. Dès sa nomination le 12 mai 2021, Anatole Collinet Makosso a symbolisé l'espoir d'un grand changement dans le pays. Un espoir entériné un mois plus tard, le 21 juin 2021, par la présentation au Parlement du programme d'action du gouvernement étalé sur 12 batailles. Ce qui a marqué l'engagement du Premier ministre à entreprendre des réformes profondes dans le sillage du projet de société du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ensemble, poursuivons la marche, un projet largement plébiscité par les Congolais par un suffrage conséquent en mars 2021. Gouvernement Collinet Makosso, quel bilan 2 ans après avoir dévoilé son programme d'action pour le Congo durant ce quinquennat? C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cet entretien avec le Premier ministre chef du gouvernement. Ainsi, j'ai le plaisir d'être avec Albert Mionzukuta, directeur de publication de la Semaine africaine, et Mekson Foukou Makaya, chroniqueur économique. Monsieur le Premier ministre, nous sommes en tout cas honorés de partager ce moment avec vous. Cet entretien portera sur les 12 batailles de votre gouvernement que nous allons décortiquer une à une, partant de la santé à la gouvernance. Monsieur le Premier ministre, vous avez pris des engagements à votre entrée en fonction. Les Congolais ont cru en vous. Où en êtes-vous aujourd'hui? Pour commencer, je passe la parole à Albert Mionzukuta, qui a l'honneur d'ouvrir cet échange. Albert, c'est à vous. Ben, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, messieurs les journalistes. C'est moi plutôt qui vous remercie d'avoir trouvé du temps pour venir nous interroger sur la mise en œuvre des batailles que nous avons annoncées devant les députés à l'Assemblée nationale. Et justement, les 12 batailles, comme les Congolais se plaisent à les rappeler, sont bien l'objet de la mise en œuvre du projet de société du président de la République, lequel projet de société a été traduit en plan national de développement. Alors, s'il faut s'en tenir au terme générique des 12 batailles, j'ai besoin de façon tout à fait pédagogique vous rappeler que les 12 batailles comportent des engagements. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais les Congolais n'ont pas l'habitude, je me pose la question si réellement ils ont lu ce programme d'action du gouvernement, ils parlent des 12 batailles sans en connaître parfois le contenu. Alors, parlons de la santé, qui est la première bataille. Il y avait 7 engagements que le Premier ministre avait pris dans la mise en œuvre de cette bataille, justement. Il y avait 7 engagements. Nous étions en période Covid. Le premier engagement du Premier ministre était d'élargir la couverture vaccinale. Créer les conditions pour que les Congolais se fassent vacciner pour endiguer la maladie. Le deuxième engagement, c'était sensibiliser les populations. Et nous avons voulu engager tout le monde dans ce travail de sensibilisation, en commençant par les députés qui étaient devant nous. Le troisième engagement, c'est améliorer le plateau technique pour permettre la prise en charge immédiate
des malades et, bien entendu, améliorer l'offre de soins. Le quatrième engagement, c'est dans le sillage de ce qu'avait dit le président de Denis Sassou Nguesso, le président de la République dans son projet de société, achever et opérationnaliser les 2 hôpitaux généraux de Djiri et de Patra. Le 5e engagement, c'était poursuivre l'achèvement des travaux des autres hôpitaux généraux en faisant l'effort d'en construire au moins 2 par année. Le 6e engagement, c'était promouvoir la réforme hospitalière. Et le 7e engagement, c'était permettre à tous les Congolais d'avoir accès aux soins au travers de l'assurance maladie. Un problème, lorsqu'il n'est pas bien posé, il ne pourra pas trouver de solution. Il faut donc qu'on interroge le Premier ministre de quelle manière il a exécuté ses engagements. Le premier engagement, oui, la couverture vaccinale. Un grand travail a été fait. Nous avons créé pratiquement 146 centres de vaccination dans une période aussi difficile. Mais comme il fallait rapprocher la vaccination des populations qui étaient hésitantes, il fallait renforcer les centres de vaccination par des unités mobiles. Près de 17 unités mobiles avaient été mises en chantier pour permettre au personnel de santé de se rapprocher des populations et assurer la couverture vaccinale. La sensibilisation, et s'agissant des vaccins, on a tout fait pour que les Congolais ne manquent pas des vaccins, même lorsqu'il est boudé, parce que nous nous connaissons. Si on n'avait pas rendu disponibles les vaccins, les Congolais, quand bien même ils ne voulaient pas se faire vacciner, auraient dit il n'y a pas de vaccin, le gouvernement ne fait rien. Près de 3 732 000 doses de vaccins avaient été rendues disponibles pour ôter tout prétexte de manque de couverture vaccinale. Et il a fallu, dans le cadre du 2e engagement, la sensibilisation, mettre en place des relais communautaires. Près de 2647 relais communautaires ont été mis en place, y compris des équipes mobiles pour sensibiliser les populations. On a responsabilisé toutes les administrations. Vous-même d'ailleurs, au niveau de vos organes, on a mis en place des équipes au niveau des ministères, au niveau des entreprises, pour sensibiliser les populations sur la situation du Covid et la nécessité pour eux d'aller se faire vacciner, de se protéger, de respecter les mesures barrières. Alors, l'amélioration du plateau technique. Comme on le disait dans le programme d'action du gouvernement devant l'Assemblée, la crise sanitaire à Covid-19 a révélé à l'ensemble des États la précarité du système de santé. À l'ensemble des États, y compris même les États qu'on croyait être en avance. Nous avons tous paniqué. Et le Congo n'a pas fait exception de cela. C'est pour cette raison que nous avons renforcé le plateau technique médical, par exemple au CHU, par exemple à l'Iono, par exemple dans les hôpitaux de Luandili, à Pointe-Noire, à Cissé, à Pointe-Noire, là où il y avait le véritable épicentre de la maladie, et y compris même l'hôpital de Filou. Il a fallu renforcer ces hôpitaux de systèmes sanitaires d'urgence, notamment, par exemple, les lits de réanimation, le système de réanimation et de soins intensifs. Il a fallu renforcer ces hôpitaux de tout ce système. Et c'est ce qui a été fait. Ce qui a facilité la prise en charge systématique des cas les plus difficiles et a permis de réduire le taux de mortalité. Et bien entendu, très vite, il fallait rendre opérationnels les 2 hôpitaux généraux de Djiri et de Patra. Ils ont été rendus opérationnels, inaugurés par le président de la République et qui ont servi donc comme de relais pour la prise en charge médicale des patients en véritable détresse parce qu'à ce niveau, il y avait quand même déjà un plateau technique plus performant au CHU. Mais entre-temps, s'agissant du CHU, on a accéléré la mise en œuvre des conventions de prêt que nous avions avec la B2AC et l'accord qu'on avait avec l'AFD pour
non seulement améliorer le plateau technique, mais aussi et surtout réhabiliter les infrastructures du CHU, y compris refaire le réseau électrique et bien entendu les VRD de conduite d'eau pour que nous ayons un CHU relativement restauré. Ce sont des acquis. Pour mieux apprécier, nous allons avoir, au regard de tous les engagements, quels ont été les acquis, ce qui a été acquis, ce qui est en cours d'acquisition et ce qui n'a pas été acquis. Je vous rappelle donc, au regard du travail de sensibilisation, au regard de la couverture vaccinale, au regard de l'amélioration du plateau technique, on a déjà 3 acquis. L'ouverture des hôpitaux. Les autres hôpitaux, l'engagement était pris de faire en sorte que nous puissions en achever au moins 2 par année. Cette année, il a été retenu l'hôpital général de Ouesso, dans la Sanga, l'hôpital général de Sibiti, dans la Lékoumou. Les équipes, vous avez suivi le président de la République lors de son séjour dans la Sanga, visiter cet hôpital dont les travaux devraient déjà démarrer. Ensuite, nous avons la réforme hospitalière avec la réactivation de tous les districts sanitaires. Près de 45 districts sanitaires sur toute l'étendue du territoire national sont en pleine réhabilitation, en pleine harmonisation pour leur permettre de garantir les soins à nos populations. La réforme hospitalière, oui, un travail, c'est en cours, mener une réflexion pour réformer tout le système de santé, par exemple, pour que les nouveaux hôpitaux généraux ne subissent pas le sort du CHU, qui est devenu comme un hôpital de base, parce que géré comme des hôpitaux ordinaires, il est prévu une grande réforme qui permettra à ces hôpitaux de garantir leur qualité par une gestion hospitalière qui soit différente de la gestion de tous nos hôpitaux généraux. En cours d'acquisition, c'est l'assurance maladie. Oui, au niveau de l'assurance maladie, nous avons commencé et on est en train maintenant d'évaluer les formations sanitaires parce que lorsque va être mis en place le mécanisme d'assurance maladie, il faut qu'il y ait des formations sanitaires qui répondent aux critères de fonctionnement d'une assurance maladie. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait avec l'enrôlement biométrique des assurés qui devrait commencer sous peu après toute l'étude de préfiguration qui a été faite. Voilà. Donc, c'est peut-être cela qui est en cours d'acquisition, ainsi que la poursuite des travaux d'achèvement des 2 hôpitaux généraux. Non, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, oui. Nous comprenons effectivement la difficulté, la peine qu'éprouvent les Congolais lorsqu'ils voient nos hôpitaux et ils se disent, il y a comme une sorte de crise de confiance et vous avez eu le temps de le dire. Alors, j'ai besoin de nous dire d'abord une chose. La première raison qui faisait que nous puissions évacuer systématiquement nos compatriotes à l'étranger, c'était un grave déficit d'imagerie médicale. La difficulté qu'on avait de faire un scanner ici, lorsqu'on est attaqué, il n'y en avait presque pas dans nos hôpitaux, jusqu'à une certaine période. Ce n'est que vers les années 2010 que nous avons commencé à voir quelques scanners dans certains hôpitaux, y compris dans les privés. Le manque de ce qu'on appelle l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique. Aujourd'hui, ça va être chose faite. Tout comme bien d'autres équipements qui sont fonctionnels dans les hôpitaux de Djiri, de Patra, à l'hôpital Idit Lissibongo, Odiba, à Oyo. L'autre chose, c'est l'expertise médicale.
les médecins, les professeurs, ainsi de suite, quoique étant de grande expertise, mais c'est dans la mentalité du Congolais. Il n'a toujours pas tout à fait confiance parfois à son propre produit, y compris à son compatriote. Et on a toujours tendance à penser que ailleurs, c'est mieux. C'est pas impossible, ils ont plus d'expérience que nous, ils ont un plateau plus performant qu'ils expérimentent depuis bien longtemps. Nous, on est en train de commencer. Et c'est pour cette raison que nous mettons un accent particulier sur le capital humain, la formation des médecins. Ceux-là que nous avons formés à Cuba, près de 245 sont rentrés, et tous les autres personnels médicaux que nous avons. Donc, oui, on peut dire que jusqu'aujourd'hui, le Congolais n'a pas encore tout à fait confiance à son système médical, mais au regard de ce que je viens de vous dire, on peut penser que nous sommes en cours d'acquisition de cette confiance des Congolais sur leur système de santé. Depuis que nous avons arrêté avec les mesures barrières, depuis qu'on a levé l'état d'urgence, nous n'avons pas encore enregistré de décès. Voilà, nous n'avons pas encore enregistré de cas. On peut supposer que, effectivement, la pandémie a été maîtrisée. C'est une des grandes avancées du gouvernement s'agissant de cette bataille. Très bien. Vous savez, nous avons toujours l'habitude de penser d'une chose lorsqu'on l'a réussi qu'elle était banale. Voilà, c'est ça. Et moi, je vous comprends. C'est comme l'air. On ne se rend compte de son importance que lorsqu'on en est privé. Maintenant que nous respirons, on se dit, oh, ce n'est rien du tout. Mais je voudrais vous rappeler que le Congo, comme certains d'autres pays d'Afrique, était parmi ceux qu'on vouait à l'apocalypse. On disait qu'ils ne vont pas tenir. Et vous avez bien vu que autour de nous, il y en a qui ont eu des situations plus dramatiques que les nôtres. Mais comme l'effet, peut-être pas escompté, prédit, n'est pas celui que nous avons connu pour les Congolais, ce n'était rien. Le Congo n'a fait aucun effort supplémentaire. Alors, si nous n'avons fait aucun effort supplémentaire, l'investissement que nous avons réalisé nous sert aujourd'hui. Vous voyez, les jeunes experts, les automates que nous avons dans les différents hôpitaux. Je vous ai parlé des structures de soins intensifs que nous avons améliorées. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'acquis. Voilà. Monsieur le Premier ministre, parlant justement du Covid, oui, effectivement, nous avons vu toute votre implication à mettre en place ces stratégies qui ont permis aujourd'hui au Congo d'être épargné, quasiment épargné de cette maladie, notamment au niveau de la couverture vaccinale et de la prise en charge des malades. Mais il y a quand même une préoccupation au niveau international qui reproche au Congo d'avoir mal géré le fonds Covid. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Premier ministre? Nous avons suivi la polémique, ce n'est pas encore le débat, parce que nous n'avons pas encore été interpellés sur la question. On a lu les rapports. Je rappelle simplement que le gouvernement a géré la pandémie dans le cadre d'un dispositif bien encadré, en passant par l'état d'urgence. Et la Constitution définit les modalités d'exercice d'un état d'urgence, depuis son institution jusqu'à la fin. Et les lois sur l'état d'urgence font obligation au gouvernement de produire un rapport. Le rapport est élaboré. Il va être présenté au Parlement. Il a même été soumis aussi à un cabinet privé. Et à partir de ce moment, lorsque ce rapport sera présenté, sera rendu public, comme nous l'exige la Constitution et la loi sur l'état d'urgence, les Congolais verront si les fonds Covid ont été mal gérés. Et s'il est établi au travers de ce rapport que les fonds Covid ont été mal gérés, nous avons une obligation de redevabilité, de responsabilité, et nous prendrons les dispositions qui s'imposent pour que
ceux qui pourraient être présumés auteurs ou coupables de malfaçon rendent compte et répondent de leur mégestion. Revenons un petit peu sur le plateau technique de nos hôpitaux ici au Congo. Vous avez rassuré tout à l'heure de ce que le grand travail a été abattu pour que le Congo soit confiant de son système sanitaire. Il se poursuit. Il se poursuit. Non, il se poursuit. D'accord. Un travail a été amorcé et il se poursuit J'ai une pour petite rétablir question. cette confiance. Une petite question pour garantir cette réponse. Est-ce que vous, Monsieur le Premier ministre, vous vous soignez, vous faites soigner ici au Congo? Bien sûr, si, Marie. Et votre ici, gouvernement aussi? Oui, bien sûr, régulièrement. Cela n'empêche pas quelqu'un qui se retrouverait à un endroit où il estime qu'il peut renforcer. Comme je l'ai dit, même ici, madame, il vous arrive d'aller dans un laboratoire médical, vous avez les résultats, et que le médecin vous oriente dans un deuxième laboratoire médical pour conforter les résultats. Donc, c'est ce qui peut faire à ce que quelqu'un qui se soigne régulièrement ici, lorsqu'il se trouve en Europe, psychologiquement se disant qu'il y a peut-être meilleurs soins, il y a peut-être d'autres investigations qui peuvent être menées dans tes laboratoires, dont il peut être plus sûr du résultat que ceux qu'il a déjà, qu'il puisse le faire. Mais n'empêche que lorsque nous sommes tous malades, mais nous nous rendons dans nos hôpitaux, ce sont les mêmes médecins qui nous consultent. Sans doute que si je ne vais pas systématiquement dans un centre de santé intégré, si je ne vais pas systématiquement au CHU, le médecin se fera plaisir de venir me consulter à la maison. Ce sera le même médecin. Il me prescrira une série d'examens à faire. Je ne les enverrai pas en France. Je ne les enverrai pas, je ne sais pas, dans n'importe quel pays, au Maroc ou partout ailleurs. Je vais les faire dans les mêmes laboratoires. Visitez les hôpitaux. Visitez les laboratoires. Vous verrez si vos dirigeants ne fréquentent pas ces établissements, plutôt que de rester dans les a priori. Et qu'en est-il à propos du cancer? C'est l'une des raisons des évacuations. Et vous le savez déjà, au niveau des établissements comme Djeri, Patra, le travail qui va être fait à partir de ce moment, c'est renforcer le plateau technique. On vous l'avait déjà dit que les hôpitaux de Djeri, de Patra par exemple, ont été rendus opérationnels après 60% de réalisation. Il y avait un déficit de 40%. Et les 40% prennent en compte les plateaux pour la prise en charge, par exemple, des pathologies comme le cancer. Voilà. Et donc, c'est ce qui doit être fait cette année, en même temps que nous allons poursuivre les travaux d'achèvement des deux autres hôpitaux, comme je l'ai dit, de Ouesso et de Sibiti. Nous allons remettre à niveau les hôpitaux de Djeri et de Patra pour permettre la prise en charge de la dialyse, du cancer dans notre pays.
C'était la première bataille. Monsieur le Premier ministre, merci pour toutes ces réponses sur ce volet santé. Nous allons passer à la deuxième bataille qui suscite aussi beaucoup d'interrogations. Il s'agit de la bataille sur une politique économique rigoureuse et équilibrée. Je passe donc la parole à Mexon Fou. Je pense parmi ces batailles pour le Congo, qui gagne, nous l'espérons bien, figure celle de la politique économique. Vous l'avez voulu rigoureuse et équilibrée. Parlons justement de cette rigueur. La toute première question que je m'en vais vous poser, c'est celle de savoir, est-ce que vous êtes accompagné par des hommes intègres pour atteindre vos objectifs dans la rigueur? Bien sûr que tout le monde bénéficie de la présomption d'intégrité, d'autant plus que ce sont quand même des cadres. C'est des gens qui ont été éprouvés au travers de leur parcours, qui font preuve de beaucoup de responsabilité et beaucoup de sens du devoir. Voilà. Être nommé à un poste au gouvernement impose un sens élevé du devoir, un sens élevé de responsabilité, une obligation de redevabilité. Et vous êtes suivi au quotidien. Donc, on ne peut pas douter de l'intégrité, du sérieux des cadres. On peut se tromper, on peut commettre des fautes. On est des humains. Nul n'est parfait, dit-on. Voilà, nous sommes tous des humains. Dans l'accomplissement des missions qui nous sont confiées, on peut commettre des malfaçons. Et parfois, on ne se rend pas compte. Ça peut être intentionnel, non intentionnel. Ça peut être intentionnel. Mais vous êtes rappelé à l'ordre lorsqu'on se rend compte que votre conduite, votre façon de faire pourrait retarder le processus de développement du pays. Il n'y a pas que les ministres. C'est chacun de nous à tous les niveaux de responsabilité, y compris le planton. Au sein d'une administration publique, faut-il encore que le planton connaisse son rôle? Si je suis planton à la primature, mon travail, ce n'est pas simplement de prendre le courrier et d'aller le déposer quelque part. Mon travail, c'est avoir conscience que dans ce courrier, il y a une information capitale que le Premier ministre, par exemple, voudrait faire arriver à telle administration. Si je n'ai pas conscience de cela, je retarderai le travail de l'administration parce que par léthargie, par paresse, je vais laisser s'accumuler les correspondances de mon administration, de mon bureau, à mon poste de travail, et je retarde la circulation de l'information capitale qui est contenue dans le courrier et que moi, du fait de ma responsabilité, du fait de ma fonction, je dois faire porter, et inversement. Donc, la responsabilité s'impose à nous tous, l'intégrité s'impose à nous tous. Dites-nous personnellement, puisque vous parlez de rigueur, comment est-ce que vous, personnellement, aviez vécu cette crise autour du fonds FIGA? On parle d'un ministre de la République qui serait plongé, je parle au conditionnel, dans une histoire de détournement de fonds. En ce moment-là, que deviendrait la soutenabilité de cette dette puisque la pépinière, les start-up sont pratiquement détruites en ce moment-là? Cela se gère conformément au texte, conformément à la Constitution, conformément à la loi. Avez-vous été choqué en apprenant cela? On est tous choqués d'apprendre tout ce qui est dit sur nous, que ce soit vrai ou faux. Est-ce que c'était vrai pour le fonds FIGA? Nous le saurons lorsque toute l'action qui a été engagée de contrôle politique, judiciaire, administratif, qui a été engagée sera conduite à son terme. Voilà. Lorsque toute cette action sera conduite à son terme, voilà, il a été engagé une procédure parlementaire, il a été engagé une procédure administrative, il a été engagé une procédure judiciaire. À partir de ce moment, on établira les responsabilités des uns et des autres. Peut-être même que la responsabilité n'incombera pas à Madame la ministre ou à la ministre seule. Peut-être que ça impliquera beaucoup d'autres acteurs. Mais ça, c'est l'enquête qui le déterminera. Pour le moment, nous travaillons froidement sur le dossier, comme sur bien d'autres dossiers, mais sans faire du bruit. Comme sur bien d'autres dossiers, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais simplement parce que pour ce dossier, il y a eu une levée de bouclier, il y a eu une agitation qui fait qu'on puisse penser que c'est le seul dossier qui requiert la rigueur du gouvernement. Si, le gouvernement est rigoureux. Comment ? Mais dans la vie politique active, il ne peut pas manquer. Sinon, on n'aurait pas mis en place toutes ces institutions de contrôle. Vous avez une Cour des comptes et de contrôle budgétaire.
Vous avez une haute autorité de lutte contre la corruption. Vous avez un commissariat national de comptes. Vous avez des procédures judiciaires. J'ai suivi le procureur général, par exemple, près la Cour suprême, qui, dans son mot de circonstance, rappelait l'obligation qui est la sienne, l'engagement qui sera le sien, de travailler pour une véritable gouvernance économique et financière. Ça veut dire que là où il y a des humains, il ne peut pas manquer des dossiers qui devraient nous interpeller. Voilà. Et le dossier FIGA peut être un parmi tant d'autres. Monsieur le Premier ministre, face à une situation qui a fait autant de bruit, qui a indigné autant les Congolais, c'est vrai que les procédures sont amorcées. Les Congolais s'indignent de ce que ça traîne quand même le pas. Il y aurait quand même une réaction assez prompte du gouvernement pour arriver au résultat et savoir réellement ce qui s'est passé et rétablir les responsabilités. Premièrement, la loi est dure, mais c'est la loi. Il faut l'appliquer. Il faut éviter de contourner la loi pour espérer régler vite un problème. Vous pouvez vous tromper. Voilà. Et deuxièmement, les procédures d'enquête et d'instruction sont des procédures silencieuses. Voilà. Elles sont encadrées par le secret de l'instruction. Donc, c'est tout à fait normal que les Congolais puissent estimer ou penser que le gouvernement est silencieux. Ce n'est pas le gouvernement qui est silencieux, mais c'est la procédure qui est silencieuse. Voilà. On ne livre pas comme ça un humain à la vindicte populaire sans s'être assuré de ce que la procédure a été conduite à son terme. J'ai envie de vous rappeler, madame, j'ai une des formations professionnelles. Je suis magistrat de formation. Et donc, j'ai l'obligation de veiller à ce que les procédures soient engagées conformément à la loi. Dans le fond, Monsieur le Premier ministre, dans cette deuxième bataille, il est question de rendre la dette publique soutenable. Et au 31 décembre 2020, elle s'élevait à près de 6 000 milliards de francs CFA, soit plus de 98% du PIB. Et tout naturellement au-delà de la norme communautaire de la CEMAC, fixée à 70% ou moins. Pour la rendre soutenable, il vous faut des leviers, tant sur le plan interne qu'externe. Rappelons-nous d'abord que c'était 9 engagements. J'insiste sur cette façon pédagogique parce que j'entends parler les Congolais, y compris les journalistes. Je suis surpris parfois par les analyses que vous faites, les raccourcis qui sont faits. 12 batailles, aucune n'a été remportée. On ne sait pas ce que c'est. Donc même le journaliste qui le dit, même l'intellectuel qui le dit, ne sait pas de quoi il parle. Ça ressemble à un élève qui est dans une salle de classe. On a présenté un problème au tableau. Il n'a pas lu le problème. Et il commence à écrire. Je ne sais pas où est-ce qu'il va trouver la solution s'il n'a pas lu l'énoncé. Voilà. Pour permettre à l'élite d'apprécier l'action du gouvernement au regard des 12 batailles exposées devant les députés à l'Assemblée nationale. Il faut avoir lu les 12 batailles. Comme, je ne doute pas, qu'ils ont lu le projet de société du président. Comme, je ne doute pas, mais ça m'étonnerait qu'ils ont lu le plan national de développement. Nous l'avions lu, Monsieur le Premier ministre, je peux vous rassurer. Et c'est pourquoi je vous pose la question de savoir... Alors, parlons des 12 batailles. Vous l'avez peut-être lu. C'est pour ça que je vous pose la question de savoir quels sont vos leviers sur le plan interne qu'externe. C'est peut-être parce que vous l'avez lu que je ne vous ai jamais suivi aborder cette question avec légèreté, comme je l'entends de la part de certains acteurs, y compris ayant assumé des plus hautes responsabilités dans ce pays. Nous l'abordons avec vous maintenant, Monsieur le Premier ministre. Voilà, avec une certaine méthode. Quels sont vos leviers, Monsieur le Premier ministre, sur le plan interne et externe? Alors, je suis heureux que vous notiez déjà que la dette qui avait été estimée à près de 108 à 110% du PIB en 2011 est ramenée à 93,2% du PIB en fin 2022, en décembre 2022, et certainement à 91% à l'heure où je vous parle. Ce qui veut dire qu'un travail important a été fait. Quels sont les leviers qui ont conduit justement à cette réduction de la dette? Eh bien, c'est la rigueur de la gestion de la dépense publique, d'abord. La rigueur dans le paiement de la dette internationale, extérieure comme intérieure. Voilà. C'est la discipline budgétaire. C'est aussi, je ne peux pas le nier, l'amélioration
des recettes pétrolières. Parce que nous avons quand même connu une période où on a eu une certaine, une forme d'embellie, une forme, on pourrait l'appeler comme ça, de boom pétrolier, où le baril de pétrole était vendu sur le marché à près de $100, 100 et quelques dollars. La discipline budgétaire que nous nous sommes imposés, l'ensemble des mesures que nous nous sommes imposées, nous ont permis de commencer à liquider petit à petit cette dette extérieure, de rétablir la confiance avec l'ensemble des partenaires. C'est aussi un élément important, c'est un des engagements. Il ne s'agit pas seulement de rendre la dette publique soutenable, elle ne l'est pas encore, je peux vous le dire, mais elle est quand même viable, parce que l'objectif, vous avez dit, c'est la ramener au moins à 70% pour respecter les critères de convergence de la CEMAC, mais sinon à moins de 70%. On l'espère, et c'est le pari. Mais pour le moment, le fait de l'avoir fait partir de près de 110% à 91, 92 ou 93% en ces temps-ci, c'est un acte assez fort qu'il faut que les Congolais comprennent, qu'ils ne le méprisent pas, parce qu'ils vont penser que ce sont les efforts du Premier ministre. Non, ce sont les efforts des Congolais. Voilà, pour que nous nous soyons imposés cette rigueur budgétaire, cette rigueur dans la gestion de la dépense, que nous nous soyons tous sacrifiés pour commencer à payer la dette en disant qu'ils paient ces dettes s'enrichir. C'est un effort des Congolais. Les Congolais méprisent parfois leurs propres efforts parce qu'ils pensent que ça peut profiter à un individu. Non, ce n'est pas l'effort du Premier ministre. C'est la rigueur, la voie tracée par le président de la République, acceptée par les Congolais, qui acceptent de se sacrifier, de geler même parfois leurs propres avantages, leurs propres créances qu'ils ont vis-à-vis de l'État, de nous donner la possibilité de privilégier la dette extérieure que nous avons accumulée au cours des années. Ce sont tous ces efforts qui ont permis cette réduction et nous devons poursuivre ces efforts pour que nous soyons à mesure de ramener cette dette jusqu'à moins de 70%. Pourquoi pas à moins de 50%? Voilà, c'est cet effort qu'il faut faire. Et pour y arriver, nous avons conclu avec le Fonds monétaire international. C'était le deuxième engagement. Là encore, vous pouvez penser que c'est quelque chose de très facile. Mais on a oublié qu'entre 2014 et 2019, on avait du mal à conclure avec le Fonds monétaire international. Et qu'à peine avons-nous conclu avec le Fonds monétaire international en 2019, en 2020, le programme s'est arrêté, nous n'avons pas pu le conduire à son terme. Il a fallu, pour des gens qui vous ont presque rejeté, un grand travail pour rétablir la confiance et réussir à conclure un nouveau programme avec le Fonds monétaire international pour la facilité élargie de crédit. C'est ce que nous avons fait et ce n'était pas facile, je peux vous le dire. Voilà. Tout à fait, c'est pas facile, d'autant Voilà. plus que l'augmentation de l'essence à la pompe cause un problème entre le gouvernement congolais et le FMI. Nous allons y On arriver. fait quoi? Est-ce Oui. que le pétrole, plutôt l'essence à la pompe, finalement, le prix sera augmenté? Il faut bien que les gens le savent. J'étais en train de rendre hommage aux Congolais pour les efforts, pour qu'ils ne méprisent pas leurs propres efforts. Conclure le programme avec le Fonds monétaire international imposait un programme économique et financier avec des mesures structurelles à prendre et qui sont très rigoureuses que les Congolais devaient supporter. Si aujourd'hui, nous sommes arrivés jusqu'à la 3e revue qui venait d'être conclue il n'y a pas longtemps et qui va faire l'objet d'un examen du dossier du Congo au prochain conseil d'administration, c'est simplement parce que les Congolais ont accepté de respecter toutes les mesures, y compris celles portant sur l'augmentation des prix des produits pétroliers. Et nous avons une discussion rude avec le Fonds monétaire international, qui estime, comme on l'a fait dans tous les pays en programme, qu'il nous faut augmenter les prix des produits pétroliers de 65%. Et pour cause, je crois vous l'avoir dit, lorsque je présentais le programme d'action du gouvernement, en parlant de l'énergie, il faut que les Congolais acceptent de payer le juste prix s'ils veulent bénéficier de la meilleure qualité des services publics d'électricité. Je l'avais dit devant l'Assemblée. On n'avait même pas encore conclu avec le Fonds monétaire international. C'est les règles de l'économie.
Paix à son âme, le Premier ministre Clément Mwamba, lorsqu'il présentait à son tour le programme d'action de son gouvernement en 2016, il avait dit « Nous devons nous ajuster nous-mêmes pour ne pas subir un ajustement de l'extérieur. » C'est justement pour nous préparer à nous éloigner désormais des modèles économiques et sociaux que nous avons épousés depuis des années, que nous avons hérités de notre passé communiste ou socialiste, j'ai envie de le dire. Il faut que nous soyons en mesure d'affronter la réalité des prix. Et c'est pour cette raison que dans ce programme, le Fonds monétaire international avait établi que pour que la compagnie d'électricité fonctionne normalement, pour que le carburant soit rendu disponible et que les Congolais aient un meilleur accès à ces produits, il faut augmenter le prix du carburant de 65%. Ce qui permet de réduire les subventions. Parce que fait le Congo? En fait, c'est une fuite en avant. Le Congo dit, moi je veux que mes Congolais achètent le carburant à moindre prix. Je veux que les Congolais payent l'électricité à moindre coût, que ça soit moins cher, dans l'intérêt des Congolais. C'est pour cette raison que nous achetons notre carburant au prix que nous connaissons. Mais puisque les sociétés ne pourront pas fonctionner normalement à ces prix, le Congo dit quoi? Le manque à gagner, moi je le paye. Je mets 300 milliards pour couvrir le manque à gagner pour que vous n'augmentiez pas les prix des produits pétroliers, pas l'électricité. Le Fonds monétaire international dit, mais ça sont des politiques d'hier. Un État communiste peut faire ça. Le babouvisme peut se plaire dans une chose pareille. Mais un État socio-libéral, dans ce contexte où tout est désormais libéralisé, c'est grave parce que vous ne pouvez pas tenir. Cet argent, c'est 300 milliards. Vous pouvez financer d'autres activités. Par exemple, les voiries urbaines. Par exemple, l'éducation des enfants. Par exemple, la santé. Vous parlez d'améliorer le plateau technique. Vous avez signé un accord de prêt avec la BDAC. L'AFD va vous donner peut-être 6 milliards pour améliorer le CHU. Mais il suffit de supprimer les subventions ou de les réduire en laissant le Congolais supporter sa propre consommation en carburant et en électricité. Ça vous permettra d'avoir de l'argent, de la ressource nécessaire pour financer tout ce que vous n'avez pas pu financer entre-temps. Vous voyez, je vous parlais des choix et des modèles économiques. C'est très difficile, même au sein d'un gouvernement, d'avoir la convergence de vues sur cette question. Il faut trouver le juste milieu. Et le juste milieu, c'est le président de la République qui est en train de se battre pour nous le trouver. Il a d'abord dit, en janvier 2022, moi, augmenter de 65%, je ne suis pas d'accord. Je peux accepter, et difficilement, une augmentation de 5%. Il est allé jusqu'à Washington pour obtenir cela. Il a discuté avec la directrice générale du Fonds monétaire international. Manque de peau pour nous. Tout autour de nous, tout le monde a augmenté à un taux très élevé. Il y en a qui ont même fait du 100%. Et du coup, on est pris de court. Le Fonds monétaire international vous dit, mais ce n'est pas possible. Vous n'allez pas dire que vous êtes différent des autres peuples. Comment expliquer que tout autour de vous, les gens ont accepté et que c'est vous qui êtes en train de tergiverser? Alors que c'est des règles communautaires de la CEMAC même qui vous imposent indépendamment du Fonds monétaire international. Et, à force d'insister, vous pensez que vous subventionnez pour les Congolais, mais vous subventionnez pour les pays voisins, avec ce que nous connaissons, les phénomènes Kadhafi, avec ce que nous avons connu, les gens les bateaux qui brûlent au beach. Qu'est-ce qui se passe? Comme c'est moins cher chez nous, c'est subventionné. Les voisins viennent ici, prennent le carburant, vont vendre ça chez eux, et nous continuons à payer le prix. C'est pourquoi le Fonds monétaire international nous dit donc, vous êtes obligés. Et là aussi, on est encore dans une discussion. On vient d'obtenir du Fonds monétaire international de nous laisser, à la limite,
augmenter d'abord le super. Parce que le super profite aux nantis. L'essence profite aux nantis. Voilà. C'est le Premier ministre qui a une Mercedes qui roule à l'essence. C'est quelqu'un qui a un véhicule de luxe qui roule à l'essence. Mais mon citoyen qui prend le bus de transport, lui, c'est quoi? C'est le diesel. Voilà. Et celui qui fait de la pêche, c'est le diesel. Dans tout ça, est-ce que finalement le FMI, il va continuer avec le Congo ou pas? Puisque vous nous avez donné toute une explication, mais en bout de chaîne, que fera le FMI? Couper les négociations avec les Congolais ou poursuivre? Ben justement, si nous ne respectons pas les engagements que nous avons pris nous-mêmes et qui nous conduisent à rétablir l'économie, l'équilibre économique, objet de la deuxième bataille, le FMI va dire, vous savez, je vais vous illustrer cela. C'est un chef de famille qui est super endetté, ou encore une entreprise qui est super endettée, qui est même en état de cessation de paiement. Ce n'est pas le cas du Congo encore. Hein. Nous avons nos ressources, mais vu les urgences que nous avons, on se dit, comment faire pour réduire tout de suite la dette? Le FMI vous dit, c'est pas compliqué. Comme votre banquier, vous êtes allé voir le banquier, il dit, quel est votre salaire? Voici mon salaire. Bon, je vous demande de réduire les charges. Combien vous donnez à vos enfants pour les habits? Non, chaque mois, je mets tant pour que mon épouse s'habille bien, que mes enfants s'habillent bien. Il dit, mais est-ce que vous ne voyez pas que si vous réduisez les charges avec les habits, tout le luxe que vous avez avec vos parents, avec votre famille, vous pourrez dégager de la marge pour commencer à payer votre dette, de sorte que jusqu'à telle période, votre dette est apaisée et vous pouvez reprendre votre vie normalement. Voilà, faire ce que vous faites. Vous donnez combien à vos parents? Papa, maman, les enfants, les frères, toutes les charges. Non, je donne tel montant. Oui, mais commencez à réduire. Expliquez aux autres qu'ils apprennent eux aussi à travailler durement. Expliquez que vous êtes dans une situation d'endettement qui ne vous permet plus de faire face aux engagements que vous aviez par le passé. Et puis on vous accompagne. Et puis, quand vous aurez fini tout ça, vous aurez en 3 ans, on espère, ramené votre dette à un niveau soutenable. Vous pouvez dire, bon, FMI, maintenant ma situation est correcte. Je pense que le programme est fini, oui. Ta situation est devenue normale. Si tu es intelligent, tu tires les leçons de ce programme. Et même n'étant plus en programme, tu gères toujours avec rigueur. Tu gardes les mêmes habitudes pour bien développer ton pays. Si tu es inconscient, tu es bon, j'ai fini le programme, je recommence. Et je l'espère que ce ne sera pas le cas pour le Congo. Après 3 ans de programme que nous aurons conduit à son terme, et on aura réalisé quelques marges, réduit notre dette, on va tirer les leçons pour dire, bon, finalement, pour ne plus courir le risque de revenir en programme, on va maintenir ce train de vie. D'où l'augmentation des produits pétroliers. Les 300 milliards que nous subventionnons pour payer l'électricité à quelqu'un qui n'est même pas tenu d'éteindre l'ampoule excusez-moi de le dire, dans sa salle de bain, qui n'est même pas tenu. Il a fini avec la salle de bain. Il n'était même pas, il est sorti. L'électricité passe et la facture va arriver. Au lieu de payer 500 000 francs, l'État va payer pour ce consommateur inconscient 350 000 et lui, il va payer que 150 000 alors qu'il a mal géré le courant. Le FMI dit, mais vous n'allez pas continuer à faire ça. Arrêtez de subventionner les compagnies parce que même si vous subventionnez, on n'a aucune garantie que les gestionnaires de ces compagnies n'abusent pas dans les dépenses de leur fonctionnement. Parce qu'on se retrouve avec l'argent que l'État paye comme ça, on peut multiplier des missions, on peut avoir dans le fonctionnement une certaine légèreté. On dit non,
laissez le Congolais payer son carburant comme il doit le faire. Laissez le Congolais payer son électricité comme il doit le faire. L'argent que vous mettez là, nous allons vous dire là où vous allez les mettre. C'est pour cette raison que, par exemple, les 5%, les marges de 5% que nous avons eues, vous avez vu les travaux de voirie qui se font à Brazzaville. Eh bien, c'est financé par ce qu'on aurait mis là. Vous avez vu qu'on a accéléré la construction du centre d'Aubeville pour que ça serve de centre de rééducation des jeunes. Avec cette ressource, on a rénové un centre de rééducation à Madingu pour accueillir bientôt les jeunes en conflit avec la loi, qui seront formés maintenant à Aubeville. Vous voyez, avec ça. Donc, le FMI vous dit, vous pouvez utiliser cette ressource pour des programmes plus importants qui profitent directement à la population. C'est ce que nous sommes en train de faire. Monsieur le Premier ministre, nous comprenons bien que ce sont les exigences du FMI pour nous aider justement à rendre notre dette soutenable. En revenant justement sur ce point carburant, c'est vrai qu'il y a quand même des habitudes qui se sont installées dans la vie des Congolais. Et nous connaissons tous le train de vie d'un Congolais. À côté du carburant, il y a aussi les taxes qui vont avec. Pendant ce temps, l'état des routes laisse à désirer. Vous payez les taxes. Entre-temps, ce sont les mêmes routes pour lesquelles vous payez les taxes qui dégradent vos véhicules. Alors, quelle est votre assurance aujourd'hui à garantir l'amélioration de cette situation auprès des Congolais en attendant que la situation des voiries urbaines puisse s'améliorer? Justement, c'est pour cette raison que très vite, nous avons commencé avec les voiries urbaines. Et en attendant qu'elles s'améliorent, on a supprimé la taxe de roulage. Voilà une façon d'encourager, avec les mêmes ressources. C'est-à-dire, les 5% supplémentaires que vous avez payés, madame, pour le carburant, pour votre véhicule. On a comptabilisé pour dire, réhabilitons vite les voiries urbaines. Et vous avez vu la mairie de Brazzaville, la mairie de Pointe-Noire s'engager dans ces travaux. Mais on n'aurait pas eu cette ressource maintenant puisque nous avons de sérieuses tensions budgétaires. On n'a toujours pas des ressources nécessaires pour donner aux mairies pour faire ces travaux de voirie en permanence. Donc, on est en train de développer cette approche économique qui nous permet de dire, bon, OK, puisque chacun de nous va mettre un peu d'argent supplémentaire, cet argent supplémentaire, moi, l'État qui devrait payer les 5% à la place de chacun de vous, prend cet argent. Bon, OK. Pour que le transporteur n'augmente pas le prix, je paye pour la taxe de roulage. La mairie a donc un peu d'argent pour la taxe de roulage. Je vous ajoute ceci. Essayez déjà d'arranger les voies. Et puis, nous tenons à vite rendre opérationnel, à relancer la société de transport urbain pour que, effectivement, celui qui veut prendre son taxi à essence, ça veut dire qu'il a de l'argent. Voilà. Le chauffeur de taxi, moi j'ai l'essence, mon essence coûte cher, ma course c'est maintenant 2000 francs. OK. Si tu as l'argent, toi. Si tu n'as pas d'argent, comme ma mère, comme mon petit frère qui est dans le quartier, il dit quoi? Il dit, mais moi j'ai pas besoin de mettre 500 ou 1000 francs ou 2000 francs dans le taxi. J'ai le transport public urbain. Ça me coûte que 150 francs. Eh bien, je prends et je me déplace. Voilà, c'est pour cette raison qu'on veut rendre vraiment viable ce transport public urbain. On veut relancer, vous avez suivi, le ministre d'État Bouya est en Inde, a rencontré les partenaires d'Exim Bank, avec lesquels nous avions un accord de prêt qui nous a permis de mettre en chantier la société de transport urbain à Brazzaville comme à Pointe-Noire. Mais le financement n'avait pas été libéré en totalité. Nous venons de réactiver pour nous permettre effectivement de relancer les sociétés de transport urbain. Et le troisième engagement, c'était rétablir la confiance avec les autres bailleurs, les autres créanciers. Vous saviez que c'était difficile de renégocier la restructuration de la dette avec les traders. Vous le saviez. Ça a été parmi les raisons qui ont amené le Fonds monétaire international à rompre le programme en 2020. Et nous y sommes parvenus. On a restructuré avec les traders, y compris les plus irréductibles, Glencore et Trafigura. Vous pouvez penser que c'est rien? Ben si. C'était d'âpres négociations. On a rétabli la confiance avec la Banque africaine de développement.
avec l'AFD, dont les crédits étaient gelés parce que le Congo n'était plus digne de confiance. Aujourd'hui, avec tous ses partenaires, tous ses bailleurs, la confiance est rétablie et vous revoyez l'Agence française de développement revenir sur les engagements qui étaient bloqués. Vous voyez la BADEA se bousculer au port du Congo. Comme troisième engagement, c'est acquis ou c'est pas acquis? C'est acquis, voilà. Donc, après, nous avons le quatrième engagement. Le quatrième engagement, c'est améliorer la richesse nationale, non pétrolière. Puisque notre économie est seulement assise sur le pétrole, comment faire pour qu'on apprenne petit à petit à oublier le pétrole et à rechercher la croissance par des activités non pétrolières? Et là, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le rapport de la Banque mondiale qui rappelle désormais que le Congo fait beaucoup d'efforts et que la croissance que nous avons, même en 2022, de 1,5%, a été plus tirée par le secteur non pétrolier. Parce que le secteur pétrolier en 2022 n'a pas été très performant à cause de certains puits arrivés à maturité, donc qui n'étaient plus très rentables, d'une baisse des investissements dans le secteur pétrolier à cause du Covid, par exemple, et ce qui a permis de garantir une croissance positive à 1,5, contrairement à 2021 où elle était négative. Ce qui a permis à établir une croissance positive à 1,5, c'est le secteur non pétrolier, qui a été estimé à 3,4% de croissance. Et c'est le même secteur non pétrolier qui va nous permettre cette année, certainement, d'avoir une croissance encore positive, pas forcément avec le pétrole. La production a repris, c'est vrai, mais le prix du baril, qu'on avait estimé à $85, est aujourd'hui à $70, 71. Donc, puisque nous ne devons plus compter sur la ressource pétrolière, nous sommes en train de faire un grand travail pour que désormais, nous puissions plutôt obtenir la croissance grâce aux ressources non pétrolières. Vous me direz, mais comment? Quelles sont ces ressources non pétrolières? C'est toute la diversification, nous le verrons plus tard, avec tout ce que nous faisons dans le cadre de l'agriculture, des services, un certain nombre d'autres activités qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une croissance positive, mais avec le secteur non pétrolier. Est-ce que l'économie informelle fait partie de ces points de croissance? Vous voyez que nous sommes en train de faire un grand travail pour faire migrer l'économie informelle vers l'économie formelle. Voilà. Lorsque nous donnons des facilités aux gens de l'économie informelle de mieux se structurer, de créer, y compris même des entreprises individuelles. Vous avez vu qu'on a pris des textes sur les très petites et moyennes entreprises. Toutes petites. Voilà. Pour que le gars comprenne que pour être en entreprise, il n'a pas besoin forcément d'avoir une grande activité ou avoir beaucoup d'argent. Il peut créer une société avec une très petite entreprise, même quand il est seul. Pour quel chiffre d'affaires? Pour quel chiffre d'affaires? Il peut avoir un chiffre d'affaires qui l'amène à moins d'1 million de francs CFA. Voilà. Pourvu que ça lui garantisse son revenu. On l'encadre pour que, avec son chiffre d'affaires, il ait un revenu. Et le revenu qui puisse lui permettre de vivre. Avec ce revenu, il peut vivre comme un instituteur, comme un infirmier, comme un fonctionnaire. Voyez-vous? Pourquoi? Ce que nous sommes en train de faire en encourageant le secteur non pétrolier, mais c'est justement tout ça, on en parlera peut-être. Lorsque nous disons par exemple que quand vous allez payer 1,5 ou 10, on va augmenter encore l'essence d'ici là, et peut-être même le gasoil. Nous continuons les discussions. Ok, ça veut dire que chacun de vous va payer. Ça veut dire, ce qui revient à dire que le Congo ne va plus subventionner la SNPC, CORAF, EKRC, EEC, ainsi de suite, LCDE, parce que les Congolais ont accepté de payer au juste prix leur consommation. Cet argent, qu'est-ce qu'on fait? On peut dire, nous voulons relancer la croissance. On veut amener beaucoup de Congolais à se lancer dans des activités de production hors pétrole. L'agriculture, le tourisme, le loisir. Les 200 milliards, là, par exemple, que je devais donner à CORAF, ainsi de suite, je mets ça à la disposition des banques. Vous n'avez plus à hésiter à donner des crédits à mes jeunes.
mon jeune qui veut faire une activité agricole, qui veut avoir un véhicule pour assurer le transport des produits agricoles, du bassin de production au foyer de consommation, il n'a pas d'argent, il peut frapper à votre porte. Vous avez de l'argent, vous pouvez le lui prêter. Mais ce n'est pas l'argent de l'État. Parce que vous, la banque, vous me le rendrez. Parce que si on dit que c'est l'argent de l'État, le Congolais inconscient, il va se dire, oh, après tout, c'est l'État. L'État n'a pas de père, n'a pas de mère, ne me mettra pas en prison. Non. Vous l'avez en banque. Vous prenez votre crédit aux conditions de la banque. La banque vous dit, OK, je vous prête. J'ai besoin de telle garantie. On va amortir, on va réduire les différentes garanties. On ne va pas demander à un jeune qui sort de l'université qu'il donne une parcelle de terrain avec un titre foncier, ce n'est pas évident. On va assouplir les conditions. Mais à condition que, quel que soit ce que tu encaisses, 10 francs, 50 francs, 100 francs, tu viens reverser. Parce que, qu'est-ce qui fait échouer les jeunes dans leur projet? C'est qu'il n'a pas l'obligation de rapporter la recette dans un établissement bancaire. Il a commencé une activité, on l'a payé 50 francs, 200, 50 000 là-bas, il les garde. Il va prendre la bière avec. Dès qu'il a une urgence, il met la main, il fait, et l'activité va s'arrêter. Or, cette fois-ci, la banque prendra toutes ses précautions. Quoi que tu puisses vendre, ça revient. De sorte que, au bout de tant de temps, tu as remboursé ton crédit et ton activité se développe, on peut encore prêter. Donc, ce sont ces précautions que nous prendrons. Cela paraît alléchant, mais c'est à l'horizon de quoi? Quand est-ce que ça va se matérialiser Eh bien, très bientôt. Si les Congolais acceptent de nous suivre dans la politique silencieuse qui est menée, parce que comme on ne parle pas de ça, ils ont l'impression qu'il n'y a rien. C'est pourquoi ils disent, ah ben il y a quoi? Il n'y a rien du tout. Voilà. Si les Congolais acceptent de nous suivre dans cet élan, dans cette politique, que chacun de nous accepte les mesures que nous sommes en train de prendre, la ressource est là. On voulait expérimenter avec les 5%. Vous ne saviez pas, par exemple, qu'on a mis la ressource à la disposition des mairies. Vous ne saviez pas que c'est avec ça qu'on va relancer le centre de rééducation d'Aubeville. Vous ne savez pas qu'on a relancé la LCDE et qu'avec ça, on a donné un peu d'argent à EKRC, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir encore plus de transformateurs dans les quartiers, d'améliorer son circuit de transport d'électricité. Vous ne le saviez pas. Ça veut dire que quand on va le faire, voici les politiques que le gouvernement a planifiées. On va travailler avec les banques. Il y a ça. Les Congolais vont investir, vont faire l'agriculture. J'ai écouté les Congolais rire quand le président de la République a dit on va s'inspirer de l'expérience de la Côte d'Ivoire. Je les ai entendus rire, dire comment le président... Mais non. On a une riche expérience, c'est vrai, mais elle est restée étatique. Tout ce que nous avons fait comme progrès dans l'agriculture dans ce pays, c'est l'État qui a été l'acteur, avec les offices, office du cacao, office de commercialisation et de vente de produits agricoles, ONCPA, office de ceci, office congolais du bois. Les Congolais ne se sont pas impliqués comme opérateurs agricoles, créateurs de richesses. Quand on a créé Sokavilou, Sangapalm, ce sont les financements publics. C'est l'État qui gérait, avec tous les risques que cela comporte, avec un manque de rigueur parfois, avec ces mêmes subventions. Le café qui aurait pu coûter tant, l'État ne veut pas que ça coûte cher, il va diminuer et l'entreprise ne peut pas faire des bénéfices. Ce n'est pas le cas dans les autres pays. Le président de la République a visité une chocolaterie en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pour l'État? C'est pour le privé. C'est un privé qui dit, moi je m'engage avec la rigueur du haut privé. Nous n'avons pas ça. Et on va susciter ces vocations. Quand vous voyez le ministre de l'Agriculture développer les zones agricoles protégées, c'est pour amener les Congolais petit à petit à s'intéresser. Il dit, bon, je commence, je vous aide. Maintenant que vous avez vu que vous pouvez gagner, vous avez pris goût, allez maintenant vous mettre à votre propre compte. La banque va vous accompagner. L'État a mis des ressources pour qu'on vous accompagne. Voilà.
On peut donc dire que le troisième engagement de cette bataille est acquis avec toute cette politique que nous avons de promouvoir le PIB non pétrolier. Après, le quatrième engagement, c'est la mobilisation des ressources financières nationales propres. Parce que nous avions un problème, justement, au sujet de ces ressources. Il est arrivé des moments où nous avions des budgets de 1500 milliards parce qu'on avait du mal à mobiliser les ressources fiscales internes. On ne comptait que sur le pétrole. Entre 2014 et 2020, les cours du baril ayant été ce qu'ils ont, donc nous n'avions plus les mêmes ressources qui nous permettaient d'établir le budget à 3 000 milliards, 4 000 milliards. On est descendu à 1 500, 1 800 milliards. Parce que l'illusion qu'on avait de ressources pétrolières nous a freiné l'élan de mobiliser les ressources intérieures, fiscales et douanières. On voit que cette année, par exemple, les recettes fiscales sont mobilisées au-delà de leur performance. Entre janvier et mai, les recettes fiscales ont un taux de recouvrement de plus de 100%. Donc, si on avait prévu, je prends un montant comme ça, 5 milliards pour janvier, nous avons recouvré à plus de 5 milliards en janvier, et ainsi de suite. Parce que c'est un effort qui a été fait pour inciter les gens à payer leurs impôts, et surtout un effort qui a été fait par les administrations fiscales pour recouvrer. Mais on est encore à un taux de recouvrement peu performant, de moins de 60%, je peux le dire. Ça veut dire que si nous fournissons davantage d'efforts, nous allons mobiliser plus de recettes fiscales. Et c'est la même chose pour la douane. La douane a eu aussi une très belle performance, sauf que la contre-performance de la douane est liée au fait que nous avons accordé beaucoup de subventions à cause de la période Covid et de la guerre en Ukraine. On a supprimé, par exemple, les taxes de douane pour les importations d'un certain nombre de produits. Et ça, quand les gens vous disent, oui, le plan de résilience, ils ont dit qu'il y avait un plan de résilience, ça a coûté beaucoup d'argent, ça y est où? Mais c'est le manque à gagner. Quand l'État dit, la farine, on va importer sans payer la douane, mais c'est un manque à gagner pour l'État. C'est de l'argent. À la limite, ça s'appelle des subventions. Donc, ce que l'État aurait pu percevoir, l'État ne le perçoit pas pour permettre aux Congolais d'acheter le produit à un prix qui ne sera pas surévalué. Parce que le commerçant n'a pas augmenté ce prix, puisque les taxes qu'il devait payer, il ne les a plus payées, c'est l'État qui l'a payé. Donc, nous avons là aussi fait un effort important dans la mobilisation des ressources internes, et c'est ce que nous demandait le Fonds monétaire international, et nous y sommes parvenus. Il y a là-dedans, et toujours, et vous verrez, oui, il faut arrêter avec les transigences fiscales, les exonérations qu'on donnait n'importe comment. Une entreprise, il y a longtemps qu'elle est au Congo. Chaque année, elle doit bénéficier d'une convention d'établissement. Et au titre de cette convention d'établissement, il ne paye pas les impôts sur les sociétés, il ne paye pas telle taxe, il ne paye pas telle taxe, il ne paye pas ceci. On a dit, il faut arrêter ça. Il faut que les entreprises payent. Les exonérations, oui, une ONG a fait venir du matériel, demande une exonération. On accorde l'exonération. N'importe qui fait venir, on va demander là-bas à la douane un enlèvement exonéré. Non. On a arrêté tout ça. Voilà tous les engagements que le Premier ministre avait pris au titre de cette deuxième bataille. Après, bien entendu, vous avez la gestion rigoureuse des finances publiques par la lutte contre les antivaleurs, certains comportements déviants. Oui, on fait un effort. On fait un effort. OK, vous êtes allé en mission. Mais rendez compte de la gestion de la caisse qui a été mise à votre disposition. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'aller à toutes les missions. Voilà, on a besoin d'une gestion rigoureuse. On a renforcé la loi de lutte contre la corruption. Vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte, mais la loi actuelle est différente, très loin de la loi de 2009. On a pris une autre loi en 2022
pour renforcer les mécanismes de contrôle et de lutte contre la corruption. On a renforcé cette loi par un décret en octobre 2022 pour régir les conflits d'intérêts, faire en sorte que les cadres élevés à des fonctions de responsabilité ne puissent pas se rendre tout le temps coupables de conflits d'intérêts par des actes de corruption, de concussion ou en monnayant certains services. Il y a un dispositif important qui a été mis en place. Voilà. C'est tout ça qui nous permet de dire oui, on va avoir une économie rigoureuse. Voilà. Oui. Ben, c'est le 9e engagement de cette bataille. Aujourd'hui, on peut dire, est-ce que ça servait à quelque chose ou ça sert à quelque chose? Pendant longtemps, depuis toujours, je peux même dire depuis 2007, même pas avant, puisque la disposition avait même existé dans la Constitution de 92, la déclaration du patrimoine. Les Congolais attaquaient les gouvernants qui n'avaient jamais déclaré leur patrimoine, depuis tout le temps. Maintenant que les gouvernants ont pris la culture de déclarer leur patrimoine, les Congolais disent, à quoi ça sert, la déclaration du patrimoine? On veut d'une chose et de son contraire. Eh bien, pour nous, c'est un indicateur important de bonne gouvernance et de participation à la présomption d'intégrité. Pourquoi? Parce que quand je déclare mon patrimoine aujourd'hui, j'ai tout listé. Quand je vais finir avec mes fonctions, on va comparer le patrimoine que j'ai avec celui que j'avais déclaré avant la fonction. On constatera s'il a évolué. Il faut que je justifie comment j'ai pu faire évoluer mon patrimoine alors que je gagnais tant. Voici les ressources que j'avais. Si j'ai pu avoir un véhicule de plus, une parcelle de plus, il n'y a pas de problème. Mais si d'une parcelle, je suis à 30, 40, bon, je devrais rendre compte. Rien que ça, c'est comme l'épée de Damoclès qui pèse sur vous et qui vous contraint à faire attention avec une acquisition frauduleuse des richesses. Pour qu'il fasse la délation. Je crois qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place. La première fonction de cette déclaration du patrimoine, elle est dissuasive. Elle nous discipline tous, elle nous demande de faire attention. Parce que vous ne savez pas de quoi il fait demain. Vous pouvez accumuler des richesses, les comptes sont tracés. Si on sait que vous aviez tant dans votre compte et qu'à la fin, vous vous retrouvez avec telle ressource, vous devez justifier. Donc, ça vous discipline déjà vous-même. Voilà. Et c'est un élément important. Et je peux dire que c'est un acte fort que le gouvernement a posé en prenant tous les textes sur la déclaration du patrimoine et en s'étant prêté à cet exercice. Voilà. Quand j'ai fait ça, je peux supposer que des 9 engagements de cette bataille, il y a 7 qui sont acquis et 2 qui sont en cours d'acquisition. Aucun engagement est non acquis.
C'était la deuxième bataille. Votre Excellence, la diversification de l'économie pour une croissance inclusive est votre troisième bataille. Celle-ci exige du Congo le développement de son agriculture au sens large et la réduction des importations chiffrées à hauteur de 700 milliards de francs CFA en moyenne chaque année. J'ai envie de vous poser la question qui est celle de savoir, avant que vous ne développiez avec les différents points qui soutiendraient cette bataille, où en sommes-nous avec les exportations? Que nous n'exportons pas et n'importons pas les mêmes produits. Voilà, nous exportons les matières premières, généralement, et que nous ne transformons pas encore sur place. Nous exportons le pétrole, nous exportons les légumes, nous exportons les matières premières. Mais nous importons tous les produits de consommation. Voilà, manufacturés, alimentaires. Et parlant des produits alimentaires, c'est le président de la République qui nous le disait d'ailleurs. Voilà, nous importons à près de 700 milliards de francs CFA de produits alimentaires. C'est grave pour un État. Ça veut simplement dire que nous ne produisons pas beaucoup. Mais ça ne doit pas nous surprendre. Quand le président l'a dit en Côte d'Ivoire, encore une fois, j'ai écouté les Congolais crier. Ça ne gêne pas que nous puissions dire que nous n'avons pas une culture agro-pastorale. Nous ne sommes pas des pasteurs. Dans notre culture, on n'est pas des éleveurs des bœufs. On n'a pas la culture d'élevage. On n'est pas des planteurs professionnels. Tout ce que nous avons fait depuis, c'est notre agriculture de subsistance. Chaque famille avait son champ. Les parents avaient leur champ. Mais leur plantation, c'était produire ce qu'il faut pour nourrir sa famille. Chaque famille avait une petite ferme qu'on appelait poulailler. Voilà. Mais c'est pour avoir les œufs et la viande de chair qu'il faut pour nourrir sa famille. Mais aujourd'hui, nous sommes de bons consommateurs de poulet, mais qui nous vient de l'extérieur. De bons consommateurs des œufs, qui nous viennent de l'extérieur. Mais parce qu'il y a aussi le fait que, avec la croissance démographique, la pression sur les aliments est telle que ce que nous avions dans nos eaux de poisson ne répond plus pour nourrir toute notre population, même si on n'est pas si nombreux. Mais comme on n'a pas eu la culture de produire, on s'est retrouvé en déficit de produits alimentaires et nous importons. On a importé aussi en subissant l'agressivité commerciale des pays producteurs. Voilà. À la limite, il y a eu comme une forme d'agressivité. Les pays producteurs, ils ont produit beaucoup de volailles, ils n'ont pas de marché, ils nous l'ont envoyé, ça a inondé nos marchés, ça a cassé le prix, et chacun de nous trouvait maintenant que prendre la poule qui est vendue peut-être à 3 000 francs, 2 500, c'était plus cher. Et nous nous sommes rués sur cette poule que nous importions, qui nous coûtait 1 000 francs, 1 200, poids 12, poids 15, ainsi de suite. Et l'habitude étant une seconde nature, nous nous sommes habitués à ce mode de consommation et on a pu réussir à en sortir. Maintenant, il faut inverser la tendance. Il nous faut beaucoup produire. Mais nous n'en avons pas la culture. Voilà. Peut-être pas les moyens non plus. Bon, c'est pour cette raison que le ministre de l'Agriculture a commencé avec les zones agricoles protégées. Quelle est la fonction de la zone agricole protégée? C'est susciter des vocations. Comme ils n'ont pas suffisamment de moyens, ils ont peur d'entreprendre, à part le manque de moyens. Mais il y a le goût du risque que nous n'avons pas. On a peur de prendre le risque. Ce n'est pas l'attitude du citoyen de l'Afrique de l'Ouest. Lui, pendant qu'il va à l'école, il est dans une activité parallèle. Si ce n'est pas le commerce, c'est l'élevage. Si ce n'est pas l'élevage, c'est ainsi de suite. Même la pêche, l'agriculture. Nous, on n'avait pas cette activité parallèle. Ce n'est pas possible. Lui, quand il a fini ses études, son projet conçu dans sa tête, c'est qu'il soit à son propre compte. Nous, on n'en l'a pas.
Quand on a fini les études, c'est la fonction publique. Ça fait que le débat que nous avons ici au Congo, il n'existe presque pas dans d'autres pays. Quelqu'un qui a fini les études, qui a eu sa licence, son master en 2000, nous sommes en 2022, il attend toujours d'être intégré à la fonction publique. Et pendant ce temps, il n'a même presque rien entrepris, à part donner quelques enseignements dans une école privée, à part se mettre au compte de quelqu'un d'autre et attendre le temps qu'il soit intégré à la fonction publique. Chez les autres, il n'y a pas d'emploi à la fonction publique. Tout de suite, il réfléchit comment se prendre en charge. L'Occident l'a même compris. La France, qui avait la culture effectivement du fonctionnariat, ainsi de suite, a changé de paradigme de formation. Depuis l'école, en fait, c'était comme une fuite en avant, mais ils l'ont fait de façon intelligente. On met dans votre tête que ce n'est pas bien d'être sous-employé ou d'être employé par quelqu'un. C'est bien plutôt pour vous de promouvoir votre propre emploi. Au fond, c'était, je me permets de le dire, une sorte de fuite en avant. Parce que les pays savaient qu'ils ne réussiront pas à garantir les emplois à tout le monde. Il faut déjà les pousser vers la création d'auto-emploi. On a modifié ces paradigmes. Mais eux, ils ont une culture agricole depuis. On ne le dira pas. Nous, c'est peut-être parce que la nature nous a tout donné. Une grande superficie. On n'est pas nombreux. On a la mer. On a les fleuves. On a les cours d'eau. On a la forêt. On a la savane. Tout était à notre portée. Et on a continué comme ça. Eux, ils se sont retrouvés nombreux. Un territoire réduit. Il faut nourrir tout le monde. Ils ont investi leur propre territoire. Ils n'ont pas de mer, ils n'ont pas d'océan. Je crois que c'est un pays qui n'a pas d'accès sur la mer. Voilà. Donc, l'instinct de survie a amené certains peuples à être entreprenants. Nous, non. C'est maintenant que nous voulons développer l'instinct de survie. On n'a pas cédé les terres. On n'a pas cédé les terres. Non, et puis ne soyons pas susceptibles à ce point, non. On a besoin de former nos Congolais à la culture entrepreneuriale, à la vocation agricole. Il faut susciter des vocations. On les met au travers d'une zone agricole protégée. Vous êtes une coopérative, ok. Vous êtes 20, d'accord. Est-ce que vous avez un espace de terre? Oui, c'est ce que fait le ministre des Affaires foncières. On réserve des terres, ce qu'on appelle les réserves foncières de l'État. Il dit, ok, nous avons une réserve foncière. Bon, il y a des jeunes qui veulent avoir une zone agricole protégée. S'ils ne l'ont pas dans la réserve foncière, ils les ont peut-être même dans leur localité là-bas. On négocie pour eux. Si vous êtes dans votre village, c'est que vous pouvez avoir accès à cette terre. D'accord. Vous faites votre activité, votre coopérative. On vous donne des semences. On vous organise, vous travaillez. On a gagné déjà un pas important. On n'a pas fait comme les villages agricoles où on a construit des maisons pour les gens qui devraient y vivre et qui pensaient que tout était pour le beau dans le meilleur des mondes. Ils n'avaient plus de fort à fournir. Ici, vous habitez chez vous. Vous développez votre coopérative. Et quand vous avez de l'argent, quand vous vendez le produit, et le ministre fait la promotion de la commercialisation de ces produits. On a besoin du maïs pour fabriquer l'aliment de bétail. J'ai aussi entendu les Congolais. Qu'est-ce qu'on fait avec le maïs jaune? Ce n'est pas celui que nous mangeons, ainsi de suite. Mais on en a besoin pour l'aliment de bétail. Ce sont les intrants. Sinon, vous n'aurez pas de pêche, vous n'aurez pas d'élevage, vous n'aurez de pisciculture, d'élevage de bovins et autres. Donc, il encourage ça. Quand les populations ont vendu leur maïs, ils se partagent. Ah ben, on a vendu nos 2 hectares, ça nous a rapporté 25 millions. Ah, 25 millions, ok. Ils sont combien? Ils sont peut-être 20 ou 15, je ne sais pas, bon, prenons même 20. Ok. Ils sont 20. Ça veut dire que chacun d'eux peut avoir au moins 1 million. Vous prenez 1 million, vous divisez par 6. 6, c'est des sessions de 6 mois. Chacun d'eux a au moins
120 ou 150 000 francs par mois. Comparez cela avec mon infirmier par exemple, mon agent de l'État. Sa rémunération n'est donc pas loin que celle de cet agriculteur. Dites-le lui. Si tu as 150 000, eh bien, c'est presque ce que gagne un instituteur. Mais l'instituteur, avec ça, il a des enfants, il doit préparer les fiches, il doit se déplacer. Toi, tu les as. Ça veut dire que le métier d'agriculteur est aussi rentable que la profession d'enseignant. Et celui qui a vu ça, il dit, ah, mais tiens, mais maintenant que je sais ce que c'est, au lieu que je me mette en coopérative, je peux maintenant me mettre à mon compte personnel, où nous sommes 2 ou 3, on va créer une très petite entreprise agricole. Quand on aura réussi à créer ça partout, ça va donner une grande production agricole, ça va donner l'autonomisation des jeunes, ça va donner des emplois. Et nous aurons là réussi un grand travail dans le domaine agricole. Et nous sommes soutenus, y compris par ça, l'État met des moyens, mais nous avons un projet de développement intégré des chaînes de valeur agricoles, le PRODIVAC, financé par la Banque mondiale. Ça nous permet de développer davantage de techniques agricoles, de promouvoir l'investissement agricole, mais aussi l'entrepreneuriat agricole. Les chaînes de valeur. Quand on va produire comme ça, un autre jeune peut dire, mais moi je produis le maïs, ou je produis ceci, je vais le transformer. Il va créer une unité de transformation de tel produit. Ça, les chaînes agricoles se développent. Donc, ce que nous importions, on n'est pas obligé d'importer. Mais puisqu'il y a maintenant le maïs, je peux fabriquer de l'aliment de bétail et je vends de l'aliment de bétail. Donc, celui-là va se spécialiser dans la commercialisation de l'aliment de bétail. Puisque ça y est là-bas, moi, je veux prendre un véhicule, je vais assurer le transport des produits agricoles. Donc, il y a toute une chaîne de valeur qui va se développer au travers de l'agriculture. Ça va créer beaucoup d'emplois, ça va autonomiser les jeunes, ça va susciter de la nourriture en abondance, ça va nous permettre de réduire les importations des produits agricoles. Depuis les années 2010, des projets ont été lancés dans ce pays qui ont tous failli, y compris ceux qui ont pour varier la carrière en termes de les offices. Ce sont des expériences de départ qui sont parties avec une très belle théorisation et avec de fortes attentes, aussi bien des gouvernants que des populations qui devaient être servies. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous différencier de cette démarche-là, de celle qui a été tentée jusqu'ici? D'abord, les groupements agricoles, d'abord les groupements psychologues, d'abord les agglomérations d'agriculteurs, les villages, tous sont faillis, et même l'expérience des villages agricoles n'est que la dernière qui est dans ces tentatives. Qu'est-ce qui nous garantit celle-ci? Le fait de sortir de l'étatisation, du collectivisme, comment on appelait ça, des codes de sauve-cause, c'est ça, des causes, pour être maintenant dans un entrepreneuriat individuel. C'est chacun qui est en face de ses responsabilités. C'est pour ma survie d'abord. Hier, les offices, je vous l'ai démontré, ça pouvait ou ne pas générer des bénéfices, mais l'État mettait de l'argent. On ne sait même pas qu'on travaillait à perte. Le travailleur qui était dans un office, il ne pouvait même pas évaluer son propre rendement parce qu'il avait toujours son salaire à la fin du mois. Entre guillemets, excusez-moi, et bongaté, toujours meilleur. Voilà. Il n'avait pas le souci. C'est cette transition que nous voulons opérer. Aujourd'hui, vous êtes seul au centre, c'est votre vie. Hier, tu as fini tes études, tu es recruté. Dès l'instant où tu es recruté, le reste, ce n'est plus ton problème. Tu attends simplement que l'employeur te paye. Donc, tu peux ou ne pas être productif. Tu seras payé. Aujourd'hui, tu sais
que si tu n'es pas productif, tu n'auras rien pour te nourrir. Tu n'auras rien pour ton enfant qui doit aller à l'école. Tu n'auras rien, mais tu as pris un crédit, il faut que tu le payes. Donc la conscience au travail n'est plus la même. Le risque est devenu transféré. Ce n'est plus un risque de l'État que supporte chacun de nous, collectivement, y compris au profit des paresseux. Mais c'est un risque individuel qui commande que chacun de nous fasse l'effort pour sa survie. En fait, nous sommes en train d'aller, nous sommes dans une transition vers un nouveau modèle économique. Mais le gouvernement nous y amène avec méthode. On ne veut pas le faire de façon brutale parce que on risque de se casser tous la figure, y compris le gouvernement. On est en train de le faire de façon méthodique pour amener chacun de nous à une véritable prise de conscience. C'est la même chose, je vous l'ai dit, c'est-à-dire les offices, c'est quoi? C'est l'argent que chacun de nous payait, nos impôts, qui devaient nous permettre de construire des écoles. On n'a pas construit des écoles. On a financé une production agricole qui n'était pas rentable. Voilà. Qui n'était pas rentable pour permettre aux populations d'avoir des produits à un prix moindre. Et la population en a profité pour être davantage, si j'utilise le mot paresseux, vous allez réagir, pour être moins productif, voilà. Il ne sait pas améliorer. Aujourd'hui, c'est autre chose. Ne compte plus sur l'office qui doit te donner un emploi. Crée ton emploi par le travail que faisait l'office. Si tu as un hectare de cacao, sache que cet hectare de cacao peut te nourrir et nourrir ta famille et te rendre riche. Le monsieur que le président a rencontré en Côte d'Ivoire dit, on est parti d'un plant de cacao à une plaquette de chocolat. C'est un effort. Voilà comment il vous explique le processus. Nous aussi, c'est ça. Et avec le projet de développement intégré des chaînes de valeur agricoles, le PRODIVAC, on développe toute cette chaîne de valeur. Ce qui revient à dire que le gars qui plante son cacao, il est sûr qu'un autre jeune viendra le lui acheter et développera un projet de transformation de ce cacao. Si ce n'est pas directement au chocolat, mais un produit intermédiaire. Parce que ce jeune qui va développer cette chaîne de valeur va avoir du bénéfice, va se nourrir de ça. Et nous aurons beaucoup de jeunes dans l'agriculture. Donc, vous avez raison. Hier, nous le faisions sous une forme étatique. C'est l'étatisation, c'est le collectivisme, c'est une culture que nous avons héritée. Aujourd'hui, le monde entier est allé très vite vers le libéralisme. Même ceux qui nous avaient précédés dans le collectivisme, là, ils ont vite évolué. La Chine, c'est devenu presque un État libéral, qu'on ne se trompe pas. Voilà. Donc, nous sommes en train de travailler à ça pour que chacun de nous soit responsable désormais de sa propre vie. Voilà. Mais l'État accompagne, crée le cadre. Je vous ai dit, pour réduire le risque du citoyen, l'État va abonder les banques. Voilà. Mais ce qu'on attend des banques, c'est qu'elles gardent la même rigueur. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Moi, ce que monsieur nous avons les zones économiques spéciales. Oui, les zones la économiques diversification de l'économie passe par les zones économiques spéciales. C'est un engagement. Et vous voyez que le président est allé poser la première pierre de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, qui est déjà en train d'être viabilisée. Et la zone économique spéciale d'Igné, dans son versant parc industriel de Maluku-Tréchaud, a fait l'objet d'une concession par Cristal Venture, qui est en train d'y travailler, commencer déjà à remettre en état les usines qui s'y trouvent, y compris l'usine de montage des tracteurs et bien d'autres unités industrielles qui y sont. On a un problème à ce niveau, c'est l'électricité, qu'il faut transporter de la ligne haute tension jusqu'à l'usine. Et là également, nous avons un financement de la BADEA et qui a été retardé parce que dans le cadre du programme, il nous fallait
nous assurer que ce sera un taux concessionnel et que le FMI ne va pas nous opposer une fin de non-recevoir. Donc, mais je pense que le dossier est en train d'être avancé. Lorsqu'on aura réussi le transport de l'électricité dans cette zone, elle va être rendue opérationnelle. Vous avez déjà des entreprises qui y sont. Voilà. Donc, il y a le développement de l'agriculture. Il y a, avec tout ce que je venais de vous indiquer comme orientation, il y a les zones économiques spéciales. Vous êtes là en train de gagner le pari de la diversification économique. Il y a aussi, toutes mes excuses, Monsieur le Premier ministre, il y a aussi la réhabilitation du CFCO, parce que c'est quand même l'épine dorsale de notre économie. Aujourd'hui, circuler sur le réseau ferroviaire, c'est pratiquement un risque à 60 ou sinon 70%. C'est l'un des engagements de cette bataille, justement. Nous nous étions engagés à moderniser et à rendre opérationnel le chemin de fer Congo-Océan. Il a commencé, mais ce n'est rien encore. Les locomotives neuves ont été mises à la disposition du CFCO. On a expérimenté le trafic Pointe-Noire-Brazzaville. C'est risqué, c'est vrai, mais pour apprendre à nager, il faut se jeter à l'eau. Nous avons fait des essais qui se sont avérés concluants, en sachant que nous avons un financement de la B2AC de près de 21 milliards pour moderniser le chemin de fer. Et là aussi, ça a tardé, simplement parce que nous négocions en même temps avec le Fonds monétaire international et qui, je vous l'ai dit, la politique mise en place, c'est éviter de se surendetter, de s'endetter davantage. Donc, à chaque fois, il nous faut négocier pour qu'ils comprennent qu'il y a des endettements qui seront nécessaires. On s'assure simplement que les conditions sont des conditions à taux concessionnel. La B2AC, c'est une banque communautaire, donc c'est comme si on se prêtait de l'argent à soi-même. Il faut expliquer tout ça au Fonds monétaire international. Et lorsque nous aurons finalisé cet accord de prêt, qui est déjà, il ne reste plus que notre signature, la banque nous l'a traduit. Dès que nous allons finaliser cet accord de prêt, vous pouvez être sûr que nous avons la ressource pour l'opérationnalisation et la relance du chemin de fer Congo-Océan. Voilà. S'il y a, oui, bien sûr, il y a des barrages hydroélectriques que nous avons déjà concédés au privé pour améliorer la qualité de la production énergétique. Nous avons un problème, un des engagements qui avait été pris sur Sunda et Cholet. S'il y a des non-acquis, ce serait peut-être cela. Mais les autres barrages, que ce soit Imbulu, que ce soit Mukukulu, que ce soit quel autre barrage, le Doué aussi, qui est à l'arrêt, mais il y a effectivement en concession. Donc ça, les engagements que nous avons pris de rendre opérationnels ces barrages, c'est un engagement qui est presque acquis. Voilà, les contrats de concession ont été signés s'agissant de tous les barrages. Est-ce qu'on peut dire d'ici un avenir proche, plus de délestage, plus de blackout? De blackout, de délestage, j'ai quand même envie que les Congolais, et surtout vous les journalistes, vous puissiez faire l'effort de reconnaître qu'il y en a de moins en moins. Non? Vous pouvez apporter la contradiction ici. Hein? Vous savez, en 2020, je n'ai même pas envie de dire en 2021, jusqu'en 2021 et peut-être même jusqu'en 2022, ce qu'on appelait le délestage, c'est le courant distribué par jour même dans un quartier. Aujourd'hui, vous avez le courant pendant 2 ou 3 jours. Demain, ce n'est pas chez vous. C'est les ruelles de l'autre côté ou bien le quartier en face. Non, ce n'est pas ça. Vous n'avez pas vécu ça peut-être. Hein? Ben, c'est ça. Est-ce que c'est ce que vous vivez encore aujourd'hui? Non. Comment? Ah ben, plus ou moins. Donc, c'est déjà une évolution. Vous avez vu l'installation de transformateurs un peu partout. La réhabilitation de la centrale de Tchelampo, voilà, où on a équipé de nouveaux transformateurs pour éviter effectivement que nous ayons, y compris même que ça puisse réduire les risques de blackout, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des blackouts. Mais ce n'est pas le délestage. Il y en a encore, je ne dis pas que c'est totalement écarté, mais de moins en moins, les délestages que nous avons connus tels que je venais de vous le décrire. Voilà. Et nous avons réussi à connecter à l'énergie, à l'électricité nationale, près d'une
trentaine de petites localités. Voilà, près d'une trentaine de localités rurales. Voilà, c'est pas rien. Donc, on a réussi à amener l'électricité dans des localités qui n'en avaient pas. Si vous voulez, je les ai pas de tête, mais je peux vous les citer. Voilà, je préfère être concret. Il est permis d'avoir un papier, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. 25 nouvelles localités rurales ont été électrifiées. Lekana, Yamba, Fouati, Bokosongo, Inkwele, Ongoni, Luango Centre, Lemba, Lubu, Matombi, Betou, Komono, Bambama, Njeno, Ntsu, Kebara, Lage, Ye, Bambou Mingali, Mbamba, Imbimi, Massa, Makana, Swanke et Pikunda. Voilà. Qui ont été justement connectés à l'énergie nationale. Ce n'est pas rien. Et le travail se poursuit dans bien d'autres localités. Yinda, Madingo Kai, bien d'autres localités que je ne pourrais pas citer. Et vers la cuvette aussi avec la zone de Mosaka. Bien sûr, bien sûr. Voilà. À Betou, vous me direz, dans la Likwala, nous sommes encore sur des générateurs, mais ça permet au moins d'avoir de l'électricité, mais avec toute l'ambition du programme que nous avons. Le développement, c'est l'électricité. Et c'est pour cette raison qu'on y travaille. Et le président de la République l'avait mis d'ailleurs en bonne place dans son projet de société. En dehors des 6 piliers, c'est parmi les domaines d'accompagnement qui puissent permettre effectivement le développement de ces 6 piliers. De l'autre côté, il y a de l'eau. Jusqu'à présent, à Brazzaville, Pointe-Noire, les grandes agglomérations, l'eau au robinet, c'est vraiment de l'or. Sinon, quand ça coule, c'est ce qu'on appelle chez nous du jus de gingembre. Qu'est-ce qu'on en fait, monsieur le Premier ministre? Parce que le développement, c'est l'électricité et l'eau quand même. Oui. Avec le balai de bidon qui ne cesse jamais. C'était le transport de l'eau qui posait problème. Il y a encore des défis, il y a des choses à faire, mais ce qui est fait n'est pas encore à négliger. Voilà. Et on va arriver avec un système de pose de compteurs, tant d'électricité que d'eau, pour que désormais nous puissions payer au juste prix nos consommations et que ça nous rende davantage rigoureux. Rome ne s'est pas construite en un jour. Le plus important, c'est que l'on arrive à réaliser qu'on n'est pas statique. Voilà, qu'on n'est pas inerte, qu'il y a des pas, il y a des avancées. Bien sûr que le rêve de tout Congolais est qu'on arrive demain à avoir de l'eau, de l'électricité en abondance. Mais nous n'y sommes pas encore et le gouvernement travaillera. Les gouvernements successifs aussi. Parce que ce n'est pas l'ouvrage d'un jour. Ce n'est même pas l'ouvrage de 5 ans. C'est l'ouvrage de plusieurs années de travail, plusieurs années d'efforts. Mais je peux penser que lorsque nous donnerons aux compagnies productrices les moyens qu'il faut en fonction de notre rigueur dans la consommation et dans le paiement des services que ces compagnies nous offrent, nous aiderons ces compagnies à régler les problèmes auxquels vous faites allusion pour permettre à ces compagnies d'étendre l'électricité sur toute l'étendue du territoire national et permettre aux populations d'avoir le bon service d'électricité et d'eau. Monsieur le Premier ministre, peut-être le dernier point sur ce volet, qu'en est-il de l'économie numérique, notamment sur le volet accessibilité à Internet? On voit bien les efforts que le gouvernement consent chaque jour, notamment avec le projet FASUS, qui implante Internet et accès au numérique dans quasiment toutes les localités du pays. Mais le problème, c'est que l'accès à Internet est encore un problème parce que ça coûte encore cher par rapport au train de vie de la population et surtout qu'il s'agit d'encourager les jeunes à la création d'emplois, à s'occuper autrement, mais ça coûte encore cher. Est-ce que vous avez des politiques dans ce sens pour réduire le coût d'Internet en République du Congo? Bon, je n'ai pas encore fait l'étude comparée pour savoir si c'est plus cher au Congo
que dans les pays voisins. Mais je sais simplement que le gouvernement a beaucoup œuvré à réduire le coût de l'accès à l'Internet dans le pays, parce que j'avais dit dans mon programme d'action du gouvernement que cette génération, c'est la génération Z. Voilà, c'est la génération du numérique. Et c'est pour cette raison que nous faisons l'effort de connecter le maximum des localités au numérique. 160 localités sont connectées aujourd'hui sur Internet. Sur combien? C'est 160, oui, mais... Oui, mais si vous enlevez Brazzaville et Pointe-Noire, il est vrai que vous avez près de 3000 villages dans le pays. Voilà. Mais il faut déjà chercher à s'assurer de ce que au moins tous les districts, tous les chefs-lieux de district sont connectés au réseau numérique. C'est le plus important. Voilà. Maintenant, on continuera le travail. Je suis avant-hier dans le district de Ngabé. Voilà. Donc, au-delà de Ngabé, Kunzulu, connecté au numérique, ce n'est pas rien, madame. Ce qui revient à dire qu'on a déjà gagné le pari du numérique dans les grandes villes. Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Owando, voilà, Wesso, dans tous les chefs, dans les grandes villes, vous avez réussi à gagner le pari du numérique. Et ce sont ces grandes villes qui regorgent le plus grand nombre de notre population. Alors, si sur une population de 5 millions d'habitants, vous avez déjà 3 500 000 qui ont accès au numérique, on ne peut pas dire que ce n'est rien. Le but du jeu, c'est de tout faire pour amener le numérique dans les localités reculées. Mais là, c'est un grand travail qui doit être fait par l'État. C'est un investissement lourd parce qu'aucun opérateur privé n'ira juste dans ces localités pour donner l'accès au numérique, sachant que ça ne sera pas rentable. Voilà. C'est pour cette raison que nous avons mis en place un dispositif que nous faisons pour les postes, pour la communication, pour permettre effectivement à l'État de financer ces localités. On est à 160 aujourd'hui, on aimerait en avoir encore un peu plus, mais pour le moment, cet effort n'est pas négligé. Voilà. Nous avons une loi sur les startups, voilà, qui permet aujourd'hui d'avoir un certain nombre de jeunes qui peuvent tout de suite créer leur start-up. Ce n'est pas rien. Et nous avons justement sécurisé les projets start-up des jeunes pour éviter qu'ils ne soient l'objet de contrefaçon, de piraterie, ça et là, pour que leurs projets soient protégés. C'est important. Nous avons mis en place le CARIA, le Centre africain de recherche en intelligence artificielle. Donc, c'est une bataille en termes d'encadrement de la jeunesse et qui est vraiment une bataille presque réussie, sinon en cours d'acquisition. Voilà, Monsieur le Premier ministre, je pense que par là, nous mettons donc un terme à cette première partie de cette émission consacrée au décryptage et à l'évaluation de vos 12 batailles présentées en 2021 à l'Assemblée nationale. Je pense que nous avons fait le tour de toutes les questions liées à ces 3 premières batailles, notamment la santé, la politique économique équilibrée et plus la diversification économique. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour édifier, sinon fixer nos téléspectateurs sur votre travail, notamment sur ce volet que nous avons évoqué aujourd'hui. Juste rappeler que s'agissant de cette bataille, par exemple, nous avons 14 engagements qui peuvent être considérés comme acquis, 7 qui sont en cours d'acquisition. Voilà. Donc, nous avons peut-être 3 engagements qui ne sont pas encore acquis. Non acquis, il y en a 3. Vous avez 14 acquis et 7 en cours d'acquisition. Et les 3 engagements non acquis, c'est les barrages de Sounda et de Cholet. Mais pour le reste, on peut considérer que ce sont des engagements qui sont acquis et qui peuvent nous dire que pour cette bataille, nous sommes en voie de la remporter.
C'était la troisième bataille. Voilà donc qui met un terme à cette première partie de ce grand entretien que nous réalisons avec le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kouliné-Makosso. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro avec les 3 prochaines batailles, à savoir la politique sociale juste et solidaire, la culture créative et l'encadrement de la jeunesse. Merci encore une fois. Merci à l'équipe de la communication et des relations avec les médias de la primature sur la conduite du conseiller Gildas Mayela. À très bientôt.